Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Omeril, le président de la CFE-CGC. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir invité. Merci d'être là. Bon, comme 15 millions de Français, vous avez regardé l'allocution du président hier soir. C'était une opération apaisement? Est-ce qu'il a su trouver les mots pour vous apaiser, François Omeril? Alors écoutez, j'ai regardé comme 15 millions de Français l'allocution du président de la République et je l'ai trouvée beaucoup moins intéressante que l'exposé de votre collègue sur la vélocité de la monnaie. Pour le coup, en regardant votre émission avant, j'ai vraiment appris des choses. Par contre, hier soir, entre 20h et 20h15, j'ai rien appris. Et vous savez, le président de la République a ceci de caractéristique qu'il fait beaucoup de beaux discours dans lesquels il y a beaucoup de belles promesses. Le problème, il est qu'on n'est plus en 2017. On n'est plus en 2018 quand il faisait ce beau discours à la Conférence internationale du travail. On n'est plus en 2021, en avril 2021, quand après une période de confinement, il venait à la télévision faire ce que je crois être un de ses plus beaux discours, disant « j'ai changé, j'ai compris », un discours sur la première ligne, etc. On est aujourd'hui en 2023. Après 3 mois d'un conflit assez remarquable au sens historique du terme, une grande unité des syndicats, une grande unité des arguments que nous avons mobilisés contre ce projet de réforme, un mouvement massif, très suivi, et Emmanuel Macron fait comme si ce mouvement n'existait pas, et il nous resserre le même discours, qui est un peu finalement soit un discours de campagne, soit un discours du 31 décembre, comme ça a été assez justement remarqué hier soir de la part de certains journalistes. Et moi, je ne sais pas vous dire si je suis déçu, parce que finalement, j'ai fini par m'habituer à cela. Je suis un peu inquiet quand même de la suite. Bon, il veut tourner la page. Vous aussi ou pas? Mais non, il vous donne 100 jours. Il a reçu aujourd'hui les syndicats, enfin le syndicat de patrons. Il a reçu, puisque vous avez boycotté cette invitation, il a reçu la CPME à l'Élysée. Également, il y avait le MEDEF. L'Union des artisans aussi, j'imagine, qui était là, et il a dit, je donne 100 jours, non, je donne jusqu'à la fin de l'année, pardon, pour être précis, jusqu'à la fin de l'année, pour bâtir ce nouveau pacte de la vie au travail, jusqu'à la fin de l'année. Vous en êtes ou pas? Nous, si vous voulez, on est partout là où on est sollicité à produire des éléments, des contributions, soit à la négociation, soit au débat, soit à la concertation, qui permettent, pour ce qui nous concerne, d'être conformes à notre mandat. Une organisation syndicale, que ce soit dans l'entreprise, dans la branche, au niveau national interpro, avec le gouvernement, avec les employeurs, c'est une organisation qui témoigne de la réalité des situations de terrain. C'est-à-dire qui est porteur d'une certaine forme de vérité. Ce que les gens ressentent eux-mêmes dans leur environnement de travail. Et chacun qui travaille dans une entreprise, même qui est chef d'entreprise, sait que cette vérité, elle existe. Les gens sont contents, pas contents, ils expriment de la souffrance, du bonheur, de l'envie, des désirs. C'est ça qui fait finalement l'ordinaire de leur motivation et c'est ce qui fait la performance économique au final. Cette même performance dont vous faites le compte-rendu régulièrement, et c'est très bien ce que vous faites, mais cette performance, elle est construite bien sûr sur des agents économiques, comme tout à l'heure vous en parliez, mais ces agents économiques, ils ne sont pas totalement rationnels. Ils ont eux-mêmes des difficultés, des désirs, des choses qui les rendent malheureux, heureux, et nous, organisations syndicales, on est porteurs de ces vérités-là, on les met au débat, et on propose des solutions, bien entendu. Mais justement, sur ce nouveau pacte de la vie au travail, vous dites chiche, vous dites banco, on y va. Il a abordé plein de choses, les conditions de travail, les salaires. Mais il n'a rien abordé du tout qu'on ait nous-mêmes abordé dès le début du sujet des retraites. Tout ce qui concerne les conditions de travail, les risques psychosociaux qui vont augmentant en fonction de l'âge, la difficulté qu'il y a à assumer son travail avec des responsabilités fortes à partir d'un certain âge, qui fait qu'en décalant l'âge de la retraite à 64 ans, on va mettre des gens en situation d'avoir une pénibilité renforcée, que ce soit des métiers intellectuels ou des métiers physiques. Ces sujets-là, on les a portés dès le début. Et en fait, ces questions-là, elles sont aggravées dans leur traitement avec la réforme. C'est pour vous expliquer pourquoi on ressent une très grande frustration par le fait qu'aujourd'hui, le président de la République, ayant été sourd à nos alertes il y a 3 mois, il y a 6 mois, dise aujourd'hui, maintenant, on tourne la page du sujet retraite et on va travailler sur ces sujets-là. Mais est-ce que vous aussi, François Omeril, vous voulez tourner la page des retraites ou pas maintenant que la loi est validée par le Conseil constitutionnel, qu'elle a été promulguée et que juridiquement et constitutionnellement, le président a gagné?
En fait, personne n'a gagné dans cette affaire. On n'est pas dans un jeu comme parce qu'après, socialement, politiquement, c'est discutable, évidemment, mais d'un point de vue, encore une fois, juridique, c'est promulgué, mais ça, je ne le conteste pas. Je ne le conteste pas, mais il y a encore toute une voie de recours. Nous, on pense que cette loi, elle est mauvaise. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé pour affronter la volonté du gouvernement et du président de la République de le faire passer. Le verdict des sages s'applique à tous, vous êtes d'accord là-dessus? On respecte les institutions. Moi, je ne remets pas en question une décision qui a été prise par une instance pourquoi continuer le combat, essentielle. Parce qu'il existe des voies démocratiques pour continuer à lutter contre cette loi et son application. Le référendum en est une. On n'est pas sûr que le Conseil constitutionnel va l'accepter le 3 mai, mais s'il l'accepte, l'intersyndicale va demeurer pour mettre en place la quantité de signatures nécessaires à le déployer. C'est un élément qui pourrait nous permettre de rester mobilisés sur cet objectif. Je veux vous dire une chose très importante. Vous savez, quand on organise un mouvement social, c'est important, les 3 mots, organiser le mouvement social. On ne donne pas un ordre aux gens de venir dans la rue à la date et à l'heure où on a organisé le défilé, que ce soit partout en France et y compris à Paris. C'est parce qu'on répond à une volonté des gens, des gens au travail, peu importe quel que soit leur travail et leur responsabilité, de venir manifester leur opposition à cette réforme. Cette opposition, elle est majoritaire. Donc c'est important que je vous dise que nous avons aussi, nous, un mandat et un devoir de répondre à ce désir-là de venir manifester son opposition, et que si nous, tout d'un coup, si nous décidons, si nous envoyons le signal que quoi qu'il arrive, tout est perdu et il faut que chacun rentre chez lui, et que nous allons dans son sens le plus basique, tourner la page, au sens qu'il n'y a plus de recours pour finalement revenir sur cette mauvaise décision, eh bien nous envoyons un signal aux gens qui se sont mobilisés à cette occasion-là, leur disant, vous nous avez fait confiance et vous avez eu tort. Mais il n'y a plus de recours aujourd'hui. Quels sont les recours? J'en ai cité un, il y en a d'autres. Le référendum, oui, le 3 mai, on saura. Ouais. Vous savez, le meilleur recours, c'est la sagesse et la raison. On appelle le président de la République depuis le début à ne pas appliquer son projet. Ça reste toujours un recours disponible parce que les sujets que vous avez évoqués, qui sont des vrais sujets sur la question du travail, il veut bâtir le plein emploi. Il a dit le plein emploi, ça vous parle, ça, le plein emploi? Mais ça parle à tout le monde, le plein emploi. Mais là encore, de quel plein emploi on parle? Est-ce que c'est la réduction du nombre de personnes indemnisées? Dans le discours du président, aujourd'hui, c'est un peu ça quand même. Le plein emploi, c'est le seul indicateur des chômeurs de catégorie A, à savoir ceux qui sont indemnisés. Mais il y a aujourd'hui, on le sait, un halo du chômage de l'ordre de 5 millions de personnes sur lesquelles, vu la variabilité des publics, on peut dire ça comme ça, leurs différences de qualification, leurs difficultés relatives à s'insérer dans le marché du travail, il faut proposer des voies différentes. Et tout n'est pas réductible à un seul indicateur. Je vais encore faire référence à votre discussion très intéressante de tout à l'heure sur les questions économiques. Il y a une multitude d'indicateurs qu'il faut surveiller les uns derrière les autres et qui sont tous plus ou moins coordonnés les uns avec les autres. Sur la question du chômage et de l'emploi, donc du plein emploi, le seul indicateur des chômeurs de catégorie A n'est pas suffisant à décrire la situation de l'emploi. Le président de la République se donne 100 jours pour apaiser. Est-ce qu'il a bien commencé hier? Non, vous savez, le président de la République n'est pas très fort. Il a référence aux 100 jours, d'ailleurs, dans l'histoire, ça s'est mal fini les 100 jours, mais bon. Il aime bien faire des références historiques. Il a fait la référence au Conseil national de la résistance avec son Conseil national de la refondation. Là, maintenant, c'est les 100 jours. Moi, je pourrais lui proposer de changer peut-être d'équipe de communicants. Visiblement, ils sont un peu trop calés sur ces références historiques. Je pense qu'il peut mieux faire. Pour le coup, vous savez, le président de la République, c'est pas faire injure que de le dire, est une personnalité assez étonnante et pour tout dire, assez originale. C'est que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que moi, qui l'ai rencontré plusieurs fois, en tête-à-tête, en multilatéral, il a ceci de remarquable, c'est qu'il écoute à chaque fois que vous dites quelque chose, il n'interrompt pas les gens, il écoute et il prend note de ce que vous dites. Je dois vous dire, c'est une qualité rare, parce qu'en multilatéral, où il est accompagné de certains ministres, il est assez fréquent de constater qu'au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus que le président de la République qui écoute, quand les autres sont partis à s'envoyer des SMS sur leur portable. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Mais moi, j'ai dit que c'est une qualité remarquable, et pour le coup, je la remarque. Mais le problème, il est que de cette capacité d'écouter, finalement, il ne ressort pas grand-chose en termes de capacité à faire bouger. Il écoute, mais il n'entend pas. Il entend, mais ça n'impacte pas
la façon dont il va s'organiser pour déployer sa politique. Or, moi, je pense que quand on est un adepte, ou en tout cas, quand on prétend être un promoteur du dialogue social, il faut accepter le principe que le dialogue, qu'il soit social ou économique, ou peu importe, et quel qu'en soit le niveau dans l'entreprise, jusqu'au niveau de nos interactions avec l'Élysée ou les ministères, il faut accepter le principe que de ce dialogue, c'est la confrontation de vérités différentes. Que chacun est porteur de sa vérité, et aucune vérité n'est meilleure que l'autre. Et que donc, il faut trouver les voies et les moyens par lesquels, à l'issue de ce dialogue, chacun peut repartir en pouvant considérer que pour une partie, il était un peu écouté. Sa vérité, elle a été prise en compte. On a l'exemple avec cette question des retraites où ça n'a pas du tout été le dispositif. Et d'ailleurs, la raison du conflit, elle prend naissance à ce moment-là, où les vérités dont chacun nous sommes porteurs sur le sujet, l'attendu et les conséquences de la réforme n'ont pas été prises en compte. Ce n'est pas une réforme moyenne qui a été portée devant le Parlement et devant la population, c'est le projet de départ pour lequel les scénarios de sortie différents ont été cloisonnés. La décision, elle a été prise dès le début. C'était le décalage de l'âge de la retraite. Et les autres questions, excusez-moi, dont l'emploi des seniors, n'ont pas été examinées au préalable, mais a posteriori. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a ce qui va se passer dans les prochains jours. On a compris, quand on écoute Laurent Berger de la CFDT, qu'il était ouvert, en tout cas, à revenir à la table des négociations pour évoquer donc des nouveaux chantiers comme celui du travail. Il y a un délai de... Il a dit quoi? Il fallait qu'il y ait un délai de, je ne sais plus quoi chez l'expression. De décence, c'est ça. Il fallait qu'il y ait un délai de décence. Est-ce qu'il fait cavalier seul, le patron de la CFDT, ou est-ce que la CFE-CGC pourrait également participer une fois passé ce 1er mai et ce délai de décence? Moi, je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, je suis assez à l'aise pour parler d'une même voix comme Laurent Berger de la CFDT. On l'a toujours dit, l'intersyndicale, elle représente sa force, c'est son unité, dans ce qu'on communique et ce qu'on décide par rapport à la question des retraites et du décalage à 64 ans. Notre discours, il est unique parce qu'il y a un conflit sur ce sujet-là. Une intersyndicale, il faut la comprendre comme étant une unité renforcée pour avoir une action plus efficace sur un sujet précis. Donc, pardon, oui, mais juste sur la question, vous retournez à l'Élysée discuter avec la CFDT ou non sur les questions, mais l'intersyndicale ne nivelle en aucune manière les caractéristiques et les différences et les complémentarités d'un syndicat par rapport à un autre. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, il faudra bien trouver un moment où on va retourner à la table de la discussion. Et c'est quand ça? C'est en mai? C'est en juin? Je ne sais pas vous dire quand c'est en termes de date. C'est vous qui décidez ou c'est l'intersyndicale qui va décider? En l'occurrence, sur ces sujets-là, c'est une question qui est en débat. L'intersyndicale, elle est sur la question des retraites. Mais je vais répondre à votre question. Donc c'est un début de fissure, c'est un début de craquement de l'intersyndicale? Non, l'intersyndicale, elle est sur la question des retraites. Uniquement. Elle n'existe que pour les retraites. Il ne peut pas y avoir de craquement là-dessus et il n'y en aura pas. Mais sur les autres sujets qui ont été évoqués par le président de la République, la problématique, ce n'est pas le 1er mai, le 15 mai ou le 6 juin. C'est à quel moment on aura les garanties suffisantes que les sujets sur lesquels on sera convoqué à discuter seront des sujets réellement ouverts. C'est-à-dire des sujets sur lesquels ce qu'on va porter au débat sera pris en compte dans un vrai cadre de concertation, de discussion, voire pourquoi pas de négociation. Ce qui jusque-là n'a jamais été le cas. Donc vous comprenez bien que le délai de décence, on peut le comprendre par rapport au traumatisme que représente cette aventure sur les retraites, mais par ailleurs, il est doublé d'une exigence. Retourner à la table de discussion, oui, mais si c'est une vraie discussion, un vrai échange et un vrai compromis au final, si par contre c'est être sur la photo, être dans l'agenda du président de la République ou d'un ministère quelconque, là effectivement ce sera compliqué. Bon, il y aura une manifestation, des mobilisations en tout cas le 1er mai. Est-ce que c'est la bataille qui reprend ou est-ce que c'est un baroud d'honneur de la part de l'intersyndicale pour clore la séquence? Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. C'est la manifestation, je crois, nécessaire de ce mécontentement et surtout cette opposition à un projet de loi qui n'était pas justifié dans la forme qu'il a prise et qui est très injuste dans ses conséquences. Un sujet sur lequel... Moi, je veux y revenir parce que je suis ici invité et j'en suis très heureux, très honoré,
manifestation un peu de ce qu'est l'économie dans son analyse précise. On manipule ici beaucoup les chiffres et tout ça. Et sur la question de la retraite, nous, on n'a pas peur de rentrer dans le débat, des chiffres, des équilibres. D'autant que l'Axecode, pardon, on ne l'a pas dit, a sorti une étude ce matin qui montre que même avec la réforme du gouvernement, on devrait avoir entre, je ne sais plus, 7 et 20 milliards de déficit à horizon 2030. Oui, donc je vous avoue que Rexecode n'est pas forcément l'organisme le plus indépendant pour analyser de ces choses-là, mais ceci dit, je considère comme une autre, c'est les gens qui font un boulot sérieux. Je considère leurs analyses comme sérieuses, comme je pense qu'ils considèrent mes propres analyses comme très sérieuses. Je parle de mon organisation. Il faudra revenir, c'est pas la réforme ultime en plus. Voilà, donc, mais moi, si vous voulez, sur ce sujet-là, on avait un dissensus fondamental, c'est que le gouvernement vient vers nous en considérant les 335 milliards de pensions versées comme un tout unique, étant un seul régime par répartition, ce qui est faux, parce que dans ce régime, il y a 90 milliards d'apports de l'État pour faire face aux allègements de cotisations. Et donc ça, c'est un engagement de l'État, mais c'est une décision de l'État. Donc forcément, l'État considère que c'est une charge pour lui, mais c'est une charge qu'il a créée volontairement. Et par ailleurs, il y a 33 milliards que l'État doit porter aussi pour payer les retraites des fonctionnaires. Or, le régime des fonctionnaires n'est pas un régime par répartition. Et si vous voulez, cette discussion, par exemple, cette phrase toute simple que je viens de vous dire et qui est parfaitement documentée, eh bien, on n'a pas eu de débat sur ce sujet. Alors qu'en fait, il y a une tromperie au départ. Les régimes qui sont gérés par les partenaires sociaux, ils ont aujourd'hui 180 milliards de réserves brutes. Ça brille, ça donne envie. Les régimes spéciaux, les régimes complémentaires, l'ensemble des régimes qui sont pour certains des régimes des professions libérales. C'est bien géré aussi parce qu'il y a de l'emploi qui a été créé et c'est peut-être aussi la politique de l'offre menée par l'exécutif depuis 5 ans qui porte ses fruits aussi, non? Ah non, je ne le crois pas parce que pour le coup, il y a un vrai sujet, un vrai débat sur la politique de l'offre qui, à mon avis, produit des effets positifs mais qui a un coût faramineux. Quand même 214 milliards d'euros en 2022 vers les entreprises en dispositions fiscales, socio-fiscales et directes. Il y a 15 ans, on était à 60 milliards. Tout ça, c'est le budget de l'État. C'est quand même énorme. Moi, je pose la question de savoir si ces interventions directes de l'État vis-à-vis des entreprises ne mériteraient pas d'être un peu mieux choisies, Vous prenez des hausses d'impôts sur les entreprises et un peu mieux conditionnées. Vous ne prenez pas des hausses d'impôts pour les entreprises. Mais je ne vous parle pas de hausses d'impôts. En tout cas, de les conditionner. Je vous dis simplement que... évidemment, regardez, 214 milliards, c'est du bon argent qui est produit par des impôts qui ont été prélevés sur les Français. Je veux dire, ils ne sortent pas du néant. C'est 214 milliards qui vont vers les entreprises. Et donc, c'est bien quelqu'un qui a payé d'une certaine façon. Et moi, je le pose la question de savoir si cet argent public, il ne serait pas mieux employé, s'il n'était pas mieux ciblé. Je vous donne un seul exemple. La recherche française, Emmanuel Macron y a fait référence dans son discours hier. Il faut développer la recherche, etc. La recherche publique française, c'est 2,2% du PIB. En Allemagne, c'est 3,2%. En Corée du Sud, c'est 4,5%. Moi, je dis, au nom de la CFE-CGC, que c'est une catastrophe pour la France. La fuite des cerveaux, c'est ça. La fuite des cerveaux, c'est un seul chiffre en France, 2,2% en recherche. Aujourd'hui, un doctorant, quelqu'un qui a fait de longues études en France, qui veut rentrer dans la recherche, il n'a pas de poste. Et donc, il va travailler où? En Hollande, en Écosse, aux États-Unis, peut-être demain en Thaïlande et en Pologne. Moi, je pense que ça pose question. Et que, pour le coup, il faudrait prendre les choses dans le bon ordre et allouer les masses budgétaires aux endroits où on tire vraiment l'économie vers le haut. Je ne suis pas certain de certaines allocations dont je pense qu'ils contribuent effectivement à augmenter un certain nombre de bénéfices, voire parfois des rachats d'actions, mais ils ne contribuent pas trop au développement économique au sens propre. Bon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. François Meril, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama, président de la CFE-CGC. Merci à vous, à bientôt. Merci de votre invitation.